Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes en direct du Conseil général du Bas-Rhin pour ce premier chat vidéo entièrement consacré au logement et à l'habitat au sein de votre département. Le Conseil général est devenu depuis quelques années un acteur essentiel dans le secteur du logement et de l'habitat. Si vous recherchez un appartement, si vous souhaitez rénover votre habitation ou la mettre aux nouvelles normes de basse consommation énergétique, les équipes du Conseil général peuvent vous apporter de nombreuses solutions pour réaliser vos projets. Afin d'évoquer ensemble toutes ces questions et pour mieux répondre aux vôtres, nous recevons ce soir 4 invités. Tout d'abord Guy-Dominique Quesnel, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil général du Bas-Rhin depuis mars 2008 et à l'initiative du premier plan départemental de l'habitat voté en octobre 2009. À vos côtés, nous recevons Rémi Trocmé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'habitat au sein du Conseil général du Bas-Rhin. Marjorie Lacave, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes responsable des missions sociales au sein de Procivis Alsace. Oui. Je vous laisse développer en quelques mots vos activités. Oui, donc Procivis Alsace est un groupe privé composé de différentes filiales, notamment dans la promotion immobilière, Pierre et Territoire de France, Alsace, la SACIC, donc agence immobilière et un constructeur de maisons individuelles, Oikos. Notre actionnariat est public en fait, donc les deux départements de la région Alsace font partie de notre actionnariat, les grandes villes également. Et au travers de nos missions sociales, nous accompagnons volontiers les différentes actions du Conseil général du Bas-Rhin. Très bien, je vous remercie. Enfin, Sandrine Blanc-Rue, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes chargée d'études au sein d'Urban Conseil. Tout à fait. Je vous laisse également introduire Urban Conseil. Donc, je fais partie de la société Urban Conseil, qui est une société privée. On est missionné par le Conseil général dans le cadre du PIG Rénov Habitat sur plusieurs secteurs. Nous animons le secteur de Célestat et de Saverne. La société Urban Conseil est une société qui est privée et qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est politique de l'habitat et nous intervenons sur tous les grands quarts nord-est. Très bien, je vous remercie. Alors à nos internautes, vous avez été très nombreux à poser beaucoup de questions cette semaine. Nous allons faire en sorte de répondre le mieux possible. Sachez que vous pouvez continuer pendant ce direct, pendant ce chat, à poser des questions via l'interface en ligne sur le site internet dédié à ce chat. Et pour commencer, je vais maintenant passer la parole à monsieur Quesnel qui va introduire cette émission. Merci à vous. Je voudrais vous dire que j'ai à côté de moi Rémi Trocmé, qui est un membre éminent au sein du Conseil général. Et les services qu'il dirige au sein de cette maison ont fait une enquête, il n'y a pas trop longtemps, auprès de l'ensemble des Barinois. Et nous nous rendons compte que 83% des Barinois, presque 84% des Barinois, considèrent le logement et l'habitat comme une de leurs priorités, une de leurs principales préoccupations. Il est vrai aussi que l'habitat, le logement est quasiment la première part dans le budget des familles. Et donc il est important que le Conseil général du Bas-Rhin puisse avoir une réponse la plus globale possible pour l'ensemble des personnes, que ce soit le jeune qui cherche un logement, que ce soit l'étudiant qui cherche à s'héberger, que ce soit les jeunes couples qui cherchent à se loger ou alors à acquérir un domicile, jusqu'aux personnes âgées, voire les personnes dépendantes. Le Conseil général est présent sur la totalité du parcours et c'est ce que nous essayons de démontrer ce soir. Et je pense que les gens ont envie de réponses concrètes, donc je pense qu'il y aura des questions concrètes et que nous pourrons répondre de façon pratique à l'ensemble de leurs interrogations. Alors, je vous remercie. Écoutez, donc vous avez parlé du budget. La première question est une question qui touche au budget des habitants du Bas-Rhin. Je vous la pose directement puisqu'elle vous est adressée. Monsieur le Président, en cette période de grand froid, mon logement mal isolé me pousse à augmenter ma consommation de fioul et de ce fait, je pourrais avoir des difficultés financières. Le Conseil général peut-il m'apporter une aide ? Oui, alors il y a deux réponses possibles. Une première qui est une réponse immédiate pour les personnes qui ont des soucis, des difficultés à honorer leurs factures énergétiques. Il y a le Fonds social pour le logement qui existe au niveau du Conseil général et qui permet d'honorer l'une ou l'autre facture, notamment énergétique, si les gens sont en peine de le payer. Bon, il faut faire la demande, ça suit un petit processus de contrôle, c'est pas aussi immédiat que ça, mais en tous les cas, c'est une réponse qui peut être immédiate. La deuxième réponse que nous apportons et qui est sur la longue durée, c'est tout simplement de permettre aux gens de mieux isoler leur habitat. Puisque nous constatons dans le département du Bas-Rhin, mais c'est vrai ailleurs également,
que les gens qui ont le moins de moyens pour s'héberger sont dans des logements qui sont les plus vétustes et qui ont une isolation qui est vraiment rudimentaire. Et donc c'est ceux-là qui dépensent paradoxalement le plus pour se chauffer au niveau énergétique notamment. Et donc il est important, nous avons mis un dispositif en place pour les propriétaires, bailleurs ou pour les occupants pour isoler davantage leur habitat. Et nous aidons très fortement dans ce domaine-là. D'ailleurs, le Conseil général a développé un système qui s'appelle d'abord Warmfront, c'est-à-dire mettre un front contre le froid d'ailleurs, et ça a été repris par l'État au travers du fonds d'aide à la rénovation thermique. C'est très technique, pardonnez-moi, mais en tous les cas, ça permet d'accompagner financièrement ceux qui veulent rénover leur logement. Nous avons pour cela Urbam Conseil qui accompagne pour conseiller sur le terrain. Il suffit que les gens s'adressent directement à une antenne locale du Conseil général pour être accompagnés dans ce domaine-là, voire au travers d'un certain nombre de communautés de communes qui sont également nos partenaires dans ce domaine. Je vous remercie. Nous allons passer donc à la deuxième question des internautes. Donc c'est une question de Boumette. Pardonnez-moi. Bonjour, ayant comme projet la construction d'une maison individuelle, je souhaite connaître les différentes subventions et ou crédits d'impôt pour les chaudières à granulés. Et sinon, quelles sont aujourd'hui les autres solutions de chauffage économique? Sandrine. Peut-être quelques éléments de réponse. En fait, il faudrait connaître exactement le contexte dans lequel se trouve cette personne, mais on est sans doute peut-être dans un projet d'accession à la propriété. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'accompagner pour les primo-accédants. Alors le primo-accédant, c'est celui qui n'était pas le propriétaire les 2 dernières années. Donc généralement, ce sont des jeunes qui sont en début de parcours résidentiel ou qui ont eu une interruption de leur statut de propriétaire les années antérieures. Et donc là, en fonction du type de projet, il y a des subventions du département qui permettent effectivement comme ça d'acquérir son premier capital qui permettent de se lancer dans ce projet d'accession à la propriété. Et ce prêt à taux zéro plus, pour reprendre le terme exact, dit PTZ+, en fait, il est plus important si on est sur un bien qui est énergétiquement performant, et le département aide un peu plus également. Si on n'est en revanche pas dans ce contexte-là, il y a des structures d'information qui permettent d'avoir plus d'informations sur comment on peut, quel type de mode de chauffage il est préférable d'utiliser, et c'est notamment les points info énergie. Je laisse Sandrine peut-être compléter. Tout à fait. Donc il existe sur le Bas-Rhin plusieurs points info énergie qui pourront proposer à ces propriétaires une étude dans le cadre de la construction pour savoir à quelle étiquette énergétique ils vont pouvoir obtenir à la fin. Ces visites énergétiques peuvent être prises en charge par la région et l'ADEME. Et ça va pouvoir les accompagner durant tout leur projet pour atteindre une étiquette énergétique la plus basse et pour atteindre le BBC. Je vous remercie. Nouvelle question de Stéphane. Bonjour, construire une maison neuve ou passive ou au BBC, donc bâtiment de basse consommation, représente aujourd'hui un surcoût non négligeable et de nombreuses années sont nécessaires pour l'amortir. Existe-t-il des aides incitatives au niveau du Conseil général et quels sont les critères d'attribution? Marjorie Lacave. Oui, bon, là en fait, il a déjà été répondu en partie à cette question, puisqu'en fait, au niveau des aides, il n'y a pas vraiment de subvention en fait sur ce type de projet. Le BBC, c'est de toute façon l'avenir, donc je ne pense pas que ce soit un mauvais investissement. De là opter pour une maison passive, je ne sais pas, je ne suis pas technicienne. Par contre, au niveau du prêt à taux zéro plus, réservé aux primo-accédants, comme l'a dit Rémi Trocmé, donc les gens qui n'ont pas été propriétaires au cours des 2 dernières années, le fait d'opter pour une maison BBC permet d'avoir beaucoup plus de prêts à taux zéro. Et lorsqu'on a une famille, les montants sont vraiment pas négligeables. Donc c'est des montants assez importants. On peut, sur 250 000 euros pour une famille, être à 60, 70 000 euros. Rémi, c'est à peu près dans ces zones-là. Donc effectivement, c'est surtout compter sur le prêt à taux zéro plus qui a remplacé les dispositifs existants d'aide. Voilà ce que peut-être peut-on renvoyer vers le conseil régional éventuellement.
Tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un a un complément à apporter. Aujourd'hui, on a essayé de toute façon à ce que les dispositifs du département et de la région soient complémentaires pour éviter d'un côté de trop subventionner certains projets et puis de laisser les particuliers en revanche sans aide publique sur d'autres domaines. Donc il y a effectivement cette articulation qui est recherchée dans le maximum de cas. Ce qui est bien aussi, je peux rajouter par rapport au prêt à taux 0+, c'est qu'il a été introduit un correctif par rapport au coefficient familial. Et donc au niveau du remboursement, les familles, et notamment celles qui ont peu de revenus, sont privilégiées. Et on peut obtenir un différé d'amortissement, voire un prêt beaucoup plus long. Donc un différé d'amortissement, ça veut dire que vous ne remboursez pas tout de suite votre prêt à taux 0, voire une durée assez longue, ce qui n'était pas forcément le cas au début de tous ces prêts aidés. Donc ça peut vraiment donner un coup de pouce aux gens qui construisent. En parlant de coup de pouce, Oui. Est-ce que Procivis ne donne pas justement un coup de pouce sur certains projets? Alors effectivement, j'aurais dû le dire dès le départ. Donc les missions sociales, on octroie des prêts sans intérêt pour des maisons à rénover en lien avec les subventions du Conseil général, par exemple. Parfois des subventions, quand malheureusement on ne peut pas faire autrement, une subvention peut aussi être attribuée. Ce n'est pas le cas majoritaire. Et en construction, en accession, il nous arrive effectivement aussi de faire des prêts complémentaires. Alors ça peut aller de 10 000, 20 000 euros, mais il faut vraiment que ce soit sur des dispositifs aidés d'accession. Donc généralement, on privilégie l'accession en zone de rénovation urbaine ou l'accession en location-accession. Mais je crois que ça fait partie d'une des questions. Ça fait partie effectivement d'une des questions. Plus tardive. On y reviendra. En tout cas, vous répondez un petit peu par anticipation aussi à la question de Bruno, qui demande, lui, si en 2012, il faut construire une maison aux normes BBC uniquement selon le critère financier au niveau du prêt à taux 0, selon vous. Je pense que de toute façon, le BBC est quelque chose qui va s'imposer. S'imposer au fur et à mesure. C'est vrai aussi qu'à force de faire du BBC, les coûts sont en diminution aussi, clairement sur l'ensemble des opérations. Mais il faut savoir qu'au départ, c'est vrai que c'est un engagement financier qui est peut-être légèrement supérieur à ce qui se fait traditionnellement, mais le retour sur investissement est important, puisque c'est amorti de façon assez rapide, de l'ordre de 6-7 ans, et au-delà, c'est de l'économie pure. Et donc il est important, notamment pour des jeunes couples qui construisent et qui nous écoutent probablement aujourd'hui, les maisons qu'ils construisent, c'est quand même pour les habiter pendant quelques années, voire quelques décennies. Et donc il est important aujourd'hui de se mettre à ce niveau-là, sachant que la mise de départ est un peu plus importante, mais que le retour sur investissement est, lui, très important, notamment au niveau de leur budget familial. S'ils ont 10 à 15% de leur budget familial qu'ils peuvent économiser de ce fait-là et qu'ils ont de disponibles pour leurs loisirs ou pour d'autres investissements, je crois que chacun comprendra que la raison dicte finalement d'aller vers le BBC. Alors justement, en termes de coûts, j'ai deux internautes, Christelle et Bruno, demandent s'il vaut mieux faire construire une maison aux normes BBC avant le 1er janvier 2013 ou attendre que cette date soit passée pour construire en RT, donc c'est la rénovation aux normes thermiques 2012. Et quel est le retour sur investissement, sachant que le BBC coûte cher et que cette norme risque encore d'évoluer? Alors, peut-être quelques éléments, c'est qu'aujourd'hui les dispositifs, on les connaît et il vaut mieux effectivement partir tout de suite sur un bien en BBC où aujourd'hui on majore finalement l'ensemble des aides publiques. Qu'en sera-t-il dans quelques années? De toute façon, la norme deviendra le BBC, qui est intégré aujourd'hui dans la réglementation thermique à venir pour 2012. Donc, pour répondre très directement à la question, oui, il faut y aller, et c'est maintenant qu'il faut y aller. D'autant que c'est là aujourd'hui que chacune des collectivités fait des efforts. Quand le BBC deviendra la norme, c'est vrai que les aides publiques disparaîtront sans doute en termes d'incitation. Une dernière question sur l'énergie, avant de passer au chapitre rénovation. Une question de Ludo, qui lui souhaite savoir, en fait il nous dit qu'il achète une maison avec sa compagne et qu'il souhaite la rénover pour atteindre la norme la plus proche possible du BBC, et il demande comment s'adjoindre une expertise sur la faisabilité technique et le coût avant de signer le compromis. Donc là, on revient un peu à la question comme tout à l'heure. Je vais le renvoyer déjà vers un espace Info Énergie pour faire une étude thermique
pour savoir quels sont les travaux qu'il va devoir envisager pour atteindre cette norme BBC, sachant que ces visites énergétiques, c'est un thermicien qui va venir chez eux, faire vraiment une expertise et leur préconiser les travaux et les matériaux adéquats par rapport à la construction. Et dans un deuxième temps, ce qu'il faudra voir aussi avec ce propriétaire, c'est est-ce qu'il ne rentre pas dans le cadre des subventions. Parce que pour faire ces travaux, pour atteindre cette classe BBC, il pourra peut-être aussi obtenir des subventions dans le cadre du PIG Rénov Habitat. Ce sont des subventions aussi bien de l'ANA que du Conseil général. Donc là, à ce moment-là, en fonction du secteur de rénovation, il faudra qu'il s'oriente en fonction du bureau d'études qui anime le secteur, sachant que le Bas-Rhin est divisé en 5 secteurs. Très bien. C'est peut-être Monsieur important Quesnel, de préciser, oui. de préciser parce que les auditeurs s'interrogeront certainement quels sont les 5 secteurs et où on doit s'adresser. Donc je crois qu'il est important d'être précis dans ce domaine-là pour que ce que nous avons mis en place au niveau du Conseil général dans chaque territoire pour conseiller les gens avant que les gens n'entreprennent quelque chose, d'une part sur la technique, mais d'autre part aussi sur le financement. Et je crois que les 2 opérations sont extrêmement importantes avant que les gens ne décident. Et donc, il est important peut-être de rappeler que nous avons 5 secteurs sur l'ensemble du territoire et que quel que soit le secteur, de toute façon, vous trouvez toutes les références sur le site Internet du Conseil général. Parce que si vous donnez des adresses maintenant, ce sera peut-être un peu trop long, mais si vous allez sur le site du Conseil général, vous trouvez systématiquement les conseils et les adresses liées qui sont sur le site. Tout à fait. Rémi, petite complément. précision, effectivement, en fait, quel que soit son projet de réhabilitation, il y a de toute façon un opérateur dans le Bas-Rhin qui est spécialisé. Et justement, on a organisé le territoire en 5 secteurs pour pas qu'il y ait qu'un seul opérateur qui soit submergé de demandes. Peut-être un chiffre, on a au total 1500 contacts annuellement au titre du programme d'intérêt général Rénov Habitat 67, et ce qui montre bien l'intérêt du grand public sur ces questions-là. Et pour ça, on a effectivement des personnes qui sont disponibles à temps plein pour conseiller les particuliers sur leurs propres projets, sur éventuellement toutes les aides possibles qui peuvent être mises en synergie pour répondre au mieux aux besoins. Le président a évoqué tout à l'heure le fonds d'aide à la rénovation thermique. On a la chance, et c'est peut-être rare ces derniers temps, d'avoir aujourd'hui des moyens d'intervention publique disponibles, financiers bien évidemment, disponibles pour réaliser ces travaux. Donc c'est vraiment le moment, là, ces prochaines années, cette année, de faire ces travaux de réhabilitation. Très bien, nous allons maintenant passer donc à la deuxième thématique qui est consacrée à la rénovation des logements anciens, avec une première question de Claude qui nous dit « Bonjour, je souhaite réaliser des travaux dans ma maison de 150 mètres carrés qui date maintenant de 1982, donc il y a 30 ans, pour effectuer des économies de chauffage. Qu'existe-t-il comme aide en la matière ?» Madame Blanc-Rue, peut-être. Voilà. Donc effectivement, il existe bien des aides pour toutes les maisons dès lors qu'elles ont plus de 15 ans. Donc ça, c'est une des premières conditions. Et il y a des aides qui peuvent exister aussi bien des aides de l'ANA et des aides du Conseil général. Donc là, je vais encore renvoyer vers le bureau d'études du secteur. Donc allez voir sur le site internet. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas commencer les travaux avant de constituer une demande de subvention. Donc toutes ces subventions sont soumises à condition de revenus. Donc le plus simple, c'est effectivement d'appeler l'opérateur du secteur. D'accord, très bien. Et en termes d'économie de chauffage, puisque nous en parlions tout à l'heure, on peut peut-être aussi commencer par des travaux d'isolation, que disait effectivement M. Trocmé. Et effectivement, alors très classiquement, on dit que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et effectivement, avant de peut-être se poser la question du mode de chauffage ou de tel type de mode d'énergie, la vraie question, c'est comment évitons d'éviter de consommer cette énergie, donc d'isoler au maximum. Aujourd'hui, on a en plus une très grande variété de produits d'isolation, et c'est pour ça qu'il faut aussi ce conseil technique de la part des bureaux d'études, qui ne sont pas là seulement sur le versant, on va dire, de conseil financier ou de montage de l'opération, mais également pour donner du vrai conseil technique sur le type de produit. Oui.
Peut-être Madame peut-on Lacarme. compléter en fait. Donc là, les aides publiques sont bien complétées par le privé, par Procivis Alsace, puisque pour les dossiers effectivement les plus délicats à boucler financièrement, on intervient sur le reste à financer lorsqu'on le peut, par un prêt sans intérêt ou une subvention, et on préfinance en règle générale les subventions publiques. Donc vraiment pour les gens qui sont, on va dire, le plus précaires socialement ou qui ont quelques difficultés, il ne faut vraiment pas hésiter en fait à s'adresser, puisque le PIG Rénov Habitat a vraiment mis en place un panel d'aides très large. Donc il faut consulter les bureaux d'études. Vous pouvez peut-être définir ce qu'est le PIG Rénov Habitat exactement? Le programme Quelques- d'intérêt général Rénov Habitat. Donc c'est pour tous ces travaux, à partir du moment où Sandrine l'a dit, les maisons remplissent certains critères d'ancienneté et pour certains travaux. Très bien. Ça va justement la question suivante qui regroupe en fait 3 questions de Françoise, Frédéric et Fabrice qui nous demandent « Bonjour, nous sommes sur le point d'acheter une maison de plus de 30 ans et des travaux sont à prévoir. Il nous faudra contracter un emprunt pour l'achat du bien mais aussi pour le financement de ces travaux qui sont la mise en place d'un système d'assainissement autonome, la rénovation totale de la salle de bain, le changement des portes et des fenêtres, l'isolation. Notre question est de savoir de quelles aides pouvons-nous bénéficier et pour lesquels de ces travaux et surtout à qui s'adresser. Monsieur Trocmé ou Madame Blanc-Rue peut-être? Donc déjà dans un premier temps, effectivement il va falloir voir au niveau du prêt, donc le prêt pour l'acquisition, ça c'est au niveau de la banque. Par contre au niveau des prêts travaux, il existe aussi de l'éco-prêt, un prêt à taux 0% que les banques peuvent aussi octroyer aux propriétaires dès lors qu'ils font un bouquet de 2 travaux liés à l'économie d'énergie. Donc l'isolation des combles ou les fenêtres, le chauffage, donc tous les travaux qui viennent d'être cités rentrent dedans. Effectivement après, un autre avantage qui peut être mis en place, c'est le crédit d'impôt sur tous ces travaux-là. Sachant que lorsque l'on fait des travaux d'économie, l'année suivante, nous pouvons déclarer ces travaux et obtenir un crédit d'impôt. Donc même pour les personnes qui ne payent pas d'impôt, ce crédit d'impôt leur est donc restitué. Et là, c'est sans condition de ressources. Il y a encore ces subventions, donc on peut avoir dans le cadre des subventions du PIG Rénov Habitat, les subventions de l'ANA, du Conseil général. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ANA a mis en place un programme Habiter mieux. Donc ça permet d'avoir, pour les gros travaux d'économie d'énergie, donc essentiellement dès lors qu'on fait un gain énergétique de plus de 25%, d'une prime forfaitaire complémentaire aux subventions de base de l'ANA qui est majorée par le Conseil général. Donc cette prime complémentaire s'élève à 2100 € au total. Ce propriétaire pourra aussi donc obtenir donc le prêt, les subventions, donc sous condition de revenus, le crédit d'impôt. Et s'il a donc les subventions de l'ANA, comme disait tout à l'heure Marjorie, on pourra faire une avance de subvention. Donc ça permet pour les personnes les plus précaires, lorsqu'il faut avancer les subventions, donc ce n'est pas souvent évident, c'est de nous, on pourra payer directement les entreprises par rapport aux subventions qui ont été octroyées dans le cadre de l'ANA et de la subvention. Donc ça permet déjà aussi d'avoir un avantage, c'est de ne pas attendre d'être remboursé de ces subventions et les entreprises sont payées plus rapidement. Oui, d'ordinaire, effectivement, l'artisan nous demande à tous, avant de commencer le chantier, de payer l'avance de 30%. C'est vrai que parfois, lorsque les fonds, voilà, quand il y a beaucoup de travaux à réaliser et que les ressources sont contraintes, c'est vraiment un coup de pouce. On avait identifié ça comme étant un frein finalement à la réalisation des travaux. On voit qu'il y a pas mal finalement d'efforts de l'ensemble de la collectivité publique pour réaliser les travaux, mais parfois il manque des petites, des choses qui permettent de fluidifier finalement l'accès et la mise en œuvre de ces projets. Et c'est ce qu'on a mis en place progressivement avec Procivis, mais également ce que permettent chacun des bureaux d'études. Donc, pour répondre complètement à la question qui était posée, c'est effectivement les travaux sur la toiture, les travaux d'isolation intérieur-extérieur, les travaux de changement de mode de chauffage, les travaux sur les menuiseries, les portes, les fenêtres, les travaux sur l'assainissement. En revanche, moins la peinture et la tapisserie, sauf si on a repris éventuellement l'intégralité de l'isolation, et puis pas nécessairement la plantation de la pelouse. Je
Je vous remercie. Une question cette fois-ci de Hervé qui nous dit qu'il est copropriétaire dans un immeuble de 105 appartements et qu'il a honte de réchauffer la ville avec ses fenêtres qui sont mal isolées. Les fenêtres sont privatives, dit-il, mais doivent respecter l'aspect général de l'immeuble. Or, cet immeuble donc est daté de 1973 et il se demande s'il peut recevoir une subvention collective pour un remplacement général ou majoritaire par du double vitrage. Donc là, au niveau des subventions dans les copropriétés, malheureusement, ce ne sera pas une subvention collective, mais individuelle pour chacun des copropriétaires. Donc, comme on disait tout à l'heure, certaines subventions sont soumises à condition de revenus, donc tous ne pourront peut-être pas obtenir une subvention. Donc là, il va falloir regarder au cas par cas et que les travaux soient faits par la copropriété, mais ce qui ne sera pas le cas étant donné que ce sont des travaux privatifs. Effectivement, il faudra quand même demander l'accord de la copropriété pour remplacer ces fenêtres parce qu'il faudra bien respecter une certaine typologie de fenêtres pour qu'elles soient harmonisées sur l'ensemble de la copropriété. Donc ça, il ne faudra surtout pas oublier de demander au niveau du syndic les autorisations. Mais les subventions se feront au cas par cas. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, avec peut-être un complément, Dominique Braille, qui est le président de l'ANA, en fait vient de rendre un rapport au secrétaire d'État au logement qui a pointé un certain nombre de freins. On va citer simplement l'exemple du niveau de majorité au sein des assemblées générales des copropriétés qui parfois était un frein, un vrai frein à la réalisation des travaux. Et on va être amené sans doute à connaître cette année une évolution des règles et sans doute aussi des facilités pour subventionner non plus chacun des copropriétaires, mais la copropriété dans son ensemble, puisque là, on a un vrai potentiel de gain en termes de lutte contre la perte d'énergie autour de nous. Donc, encore quelques mois, il y aurait une évolution réglementaire, sans doute. Alors je peux encore ajouter Oui. effectivement qu'au niveau, il y aura un éco prêt à taux zéro au niveau des copropriétés à compter du 1er avril de cette année. Donc qui permettra de financer les travaux sur les parties communes, mais également les travaux sur les parties privatives à partir du moment où ça présente un intérêt collectif. Point de vue éco prêt à taux zéro, ce qui est notable aussi pour cette année, c'est le rallongement de la durée. Avant c'était 10 ans. Maintenant, ça peut être allongé jusqu'à 15 ans, sous certaines conditions que je n'ai pas tout à fait en mémoire. Mais du coup, ça rend les dispositifs éco-prêt à taux zéro beaucoup plus intéressants. Et notamment, là, ce sera institué en matière de copropriété, donc un plus encore pour les copropriétés. Merci. Une nouvelle question, cette fois-ci de Laurent, qui nous dit « Bonjour, je souhaite lancer des travaux de couverture de toiture. Y a-t-il des aides spécifiques apportées par le Conseil général et sachant qu'il y aura une isolation avec des panneaux en fibre de bois ?» Est-ce que le Conseil général propose des aides à ce niveau-là? Donc, le Conseil général peut effectivement proposer des aides, toujours soumis à condition de revenus. Mais effectivement, dès lors qu'il y a des travaux de toiture, il faut obligatoirement, pour que le dossier soit subventionnable, faire des travaux d'isolation. Donc c'était bien prévu. Ce qu'il faudra juste faire attention, c'est que les travaux d'isolation répondent bien à la réglementation du crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'il y ait une résistance thermique suffisante. Donc depuis le début de l'année, toute cette réglementation a changé. Donc maintenant, pour tout ce qui est isolation le long des rampants, il faut un R minimum de 6. Et lorsque l'isolation est posée au sol, donc au plancher, juste au-dessus des chambres, la plupart du temps, quand c'est un grenier non aménageable, il faut un R de 7. Donc dès lors que tous ces critères seront pris en compte, et effectivement, il peut y avoir des subventions de l'ANA, du Conseil général, et dans le cadre du programme Habiter mieux, peut-être un prêt de Procivis aussi. Enfin, tout se découle après, mais effectivement, il faut déjà se renseigner auprès du bureau d'études du secteur. Très bien. Une question. On comprend mieux pourquoi, effectivement, on a des opérateurs sur le terrain qui sont justement l'interface entre la demande du particulier et puis la réglementation, pour tirer finalement le meilleur parti de cette réglementation. Cette fois-ci, une question de Jérôme. Vous avez abordé ce point tout à l'heure, mais qui lui est déjà en pleine rénovation d'une maison de famille, changement des fenêtres, placo, et il ne sait pas si ces travaux peuvent bénéficier d'une subvention. Et surtout, donc, est-ce qu'il peut bénéficier d'une subvention et est-ce qu'il s'y prend trop tard, en sachant qu'il a commencé ses travaux? Oui, mais je crois que là, la réponse est assez simple et elle est uniforme un peu partout. Une fois que les travaux sont démarrés, il n'y a plus de subventionnement, dans la mesure où la demande est toujours préalable aux travaux. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut vérifier si effectivement les travaux correspondent
à ce qui est subventionnable d'une part. Il faut regarder si la subvention est légitime en fonction des ressources, souvent, de la famille. Donc, ce n'est pas aussi immédiat que ça. Et puis, en même temps, ça permet, et c'est une chose importante quand même, de donner des conseils au préalable à ceux qui font. Plutôt que de se faire imposer un certain nombre de matériaux qui sont vendus, qui sont légitimes, qui sont tout ce que vous voulez, mais qui ne correspondent pas à la réglementation. Donc c'est au moins 3 raisons majeures pour lesquelles la demande doit être faite avant et non pas pendant ou après. Donc je suis désolé pour notre auditeur, mais il a démarré les travaux trop tôt ou il n'a pas pensé au Conseil général suffisamment à temps, ou alors notre émission vient trop tard. C'est possible aussi. Une question cette fois-ci de Jeff qui nous demande la chose suivante. Donc il vient d'hériter d'un immeuble ancien avec 2 logements et il souhaite le mettre en location. Il nous demande s'il peut bénéficier d'une aide pour la rénovation de ses appartements. Donc là, effectivement, il existe aussi des subventions pour le logement locatif. Par contre, il faut absolument répondre à plusieurs critères. Depuis plus d'1 an, au niveau des critères de recevabilité pour les logements locatifs, il faut que le logement soit dégradé. Donc ça sera au bureau d'études sur le secteur de vérifier ce degré de dégradation. Si les logements sont bien dégradés, effectivement, ça ouvre droit à des subventions de l'ANA qui sont abondées par le Conseil général. Il y a des conditions à respecter après concernant la location. On conventionne, il y a un conventionnement obligatoire des logements. Donc le conventionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les loyers sont plafonnés. Donc on a une carte sur tout le Bas-Rhin, c'est sectorisé aussi en fonction du prix des loyers sur le secteur. Donc le loyer sera plafonné. Il y aura des conditions de ressources pour les locataires entrant dans le logement. On laisse libre choix quand même au propriétaire de choisir lui-même ses locataires, mais il faudra qu'il réponde à certains critères. Et maintenant, il y a aussi une étiquette énergétique à respecter. Donc dans ce cadre-là, effectivement, il faut faire, donc on renvoie encore vers l'espace Info-Énergie pour réaliser une visite énergétique pour voir si les travaux envisagés permettront bien d'atteindre l'étiquette énergétique minimum demandée qui est quand même le C. Et quand toutes ces conditions seront respectées, effectivement, ce propriétaire pourrait obtenir des subventions. Très bien. Donc maintenant, on a une dernière question sur la rénovation avant de passer à la thématique de l'accession à la location et à la propriété. Cette dernière question de Patrick, en fait, qui nous dit qu'il est temps de réformer sa vieille chaudière et est-ce qu'il peut recevoir des subventions pour changer de chaudière, par exemple, tout simplement. Alors, effectivement, sauf que peut-être la question qu'on peut poser à Patrick, c'est est-ce qu'avant de penser changement de mode de chauffage ou de chaudière, c'est de penser d'abord est-ce que mon bien est bien isolé? Puisque là, comme on le disait tout à l'heure, là ça vaut peut-être le coup d'investir sur un vrai diagnostic énergétique. Et la question, c'est peut-être comment on gagne finalement 20, 30, 40% en termes de consommation d'énergie par une isolation qui parfois correspond à 2 000, 3 000 euros, alors qu'on changera de mode de chauffage qui représente peut-être une dépense de plusieurs 4 ou 5 ou 6 000 euros sans qu'on ait nécessairement le même gain énergétique. Donc c'est vrai que là, d'abord peut-être la question à se poser avant du mode de chauffage, même si parfois beaucoup d'entre nous recevons des appels disant que voilà, le produit 1 ou le produit 2 a l'air beaucoup mieux que le produit 3. C'est d'abord de se dire est-ce que l'isolation, ce qui est peut-être un peu moins fun, est beaucoup plus finalement efficace énergétiquement parlant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si ce propriétaire venait à bénéficier de subventions dans le cadre du programme PIG Rénov Habitat, les visites énergétiques que l'on parlait tout à l'heure, qui sont relayées par les espaces Info-Énergie, sont pris en compte par le Conseil général dans ces cas-là, pour bien effectivement prioriter tous les travaux. Donc c'est-à-dire, on verra avec lui s'il souhaitait faire sa chaudière, si c'est pas mieux de faire au départ déjà ses combles, couplé avec la chaudière pour atteindre ce minimum de gain énergétique qui ouvre droit après à toutes les subventions, comme on a pu le préciser tout à l'heure, dans le cadre du programme Habiter mieux. Et en plus, on n'est pas obligé nécessairement de faire tous ces travaux la première année. On peut effectivement phaser, répartir dans le temps finalement les efforts pour pouvoir aussi bénéficier au mieux finalement du crédit d'impôt. Et c'est finalement tout le travail de Sandrine et des autres organismes que nous avons retenus sur chacun des territoires, de donner la meilleure solution possible, adaptée à la situation de chacun des particuliers. Et c'est vraiment ce travail-là de proximité, très en finesse, qui est recherché.
Merci pour toutes ces précisions. Donc maintenant, nous allons passer à la thématique de l'accession à la location, à la propriété, avec une première question de Jamila, qui est dans une situation difficile, qui nous dit « J'habite depuis 3 ans avec mes 2 enfants, un bébé et un enfant de 5 ans dans un appartement insalubre. Comment trouver rapidement un autre endroit où vivre avec mon petit revenu ?» Monsieur Trocmé? Alors, on a l'impression que la question finalement du logement dégradé ou indigne ou non décent, il y a des terminologies un peu différentes derrière tout ça, concerne peu le Bas-Rhin. Malheureusement, c'est 3 à 4% des logements dans le Bas-Rhin qui sont concernés. Alors 3 ou 4% on se dit c'est peu finalement, mais ça représente entre 12 000 et 16 000 logements dans le Bas-Rhin qui sont directement concernés. C'est pour ça que le département a mis en place un outil, alors je suis désolé pour le sigle, hein, qui est le dispositif départemental d'éradication du logement insalubre ou non décent, dit DELIN, où chez nous une collègue qui est architecte, va à domicile et fait le point sur la situation. Parfois c'est finalement la façon dont on occupe son logement qui induit la dégradation, parce que il y a des problèmes de ventilation par exemple, puis parfois ça peut être des vrais soucis techniques, des vrais dysfonctionnements du bâti qui génèrent, sans rentrer dans la technique, des ponts thermiques. Vous savez, des endroits où c'est un peu plus froid et donc la vapeur d'eau se condense sur ces secteurs et ça génère de l'humidité, des difficultés. Et donc là, il y a tout un travail qui est mené. Vous avez vu, il y a des subventions publiques qui sont disponibles et qui peuvent être mobilisables. Et puis dans un certain nombre de cas, notamment lorsqu'il y a des enfants, et le département est sensible à ces questions puisque c'est une de ses compétences importantes, il y a la possibilité, via nos travailleurs sociaux, d'accompagner la recherche de logement. On est même lieu d'enregistrement de la demande HLM dans le Bas-Rhin. Donc on peut effectivement aider cette auditrice à la recherche de logement. Nous sommes là pour ça. Une question maintenant de Tom, qui est un jeune homme en apprentissage et qui nous dit qu'il est en apprentissage et qu'en raison de son statut d'apprenti, il est difficile pour lui de souscrire un bail. Avez-vous une solution à lui proposer? C'est effectivement une problématique qui avait été identifiée dans votre introduction. Vous parliez du plan départemental de l'habitat. Même si on parle beaucoup aujourd'hui des questions d'accès au logement, mais on se rend compte que les jeunes, quel que soit leur statut, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient dans le premier emploi, ont des difficultés d'accès au logement. Un autre chiffre, hein, en 10 ans, le nombre de places en foyer de jeunes travailleurs a été divisé par 2 donc ces 10 dernières années. Donc aujourd'hui, on a des difficultés effectivement d'accès au logement. Les réponses concrètes, le département a mis en place, donc à la demande du président, un dispositif qui a été retenu au niveau national qui s'appelle le Pass Accompagnement, qui permet notamment aux jeunes de faire de la recherche de logement, accompagnés avec des associations spécialisées, de faire du cautionnement aussi pour assurer les propriétaires, mais également avec la mise en place d'une allocation interstitielle qui permette de réduire le risque pour le propriétaire. Et puis une réponse qui est un petit peu moins immédiate, c'est la mise en place des résidences dites juniors, où sur chacun des territoires, il y aura cette offre de logement. Ce qui est intéressant pour le cas d'un apprenti, c'est qu'il a besoin finalement d'un logement du lundi soir au vendredi matin, pardon. Et donc ça, il a besoin vraiment que d'un temps très court parce qu'il a le moins d'argent possible finalement à mobiliser sur cette partie logement ou hébergement. Et ces réponses très souples, on essaye de les mettre en place. On les met en place avec des premiers projets qui sont prévus à la Cruteno, donc ici à Strasbourg, prochainement à Haguenau, sur le quartier Thureau, donc à proximité de la gare, prochainement aussi à Célestat, et peut-être dans un deuxième temps à Saverne, donc partout sur le territoire du Bas-Rhin. Alors une question maintenant de Bettina qui est étudiante pour 1 an à Strasbourg et qui est boursière. Elle demande où peut-elle se loger pour pas cher pendant cette année universitaire. Bettina, déjà revenez voir le Crous. Nous avions une réunion de travail la semaine dernière avec le Crous qui nous disait qu'il y a des places disponibles parce que on s'en rend compte, hein, certains jeunes après les vacances de Noël on se disent qu'il y a peut-être une réorientation disponible et laissent tomber finalement la chambre. Donc voilà, prenez contact avec le Crous s'il y a des solutions. Sinon, le tour des agences immobilières, et on a même au sein de nos locaux une agence immobilière à vocation sociale qui permettra la recherche
directement de logements peu chers. Et dernière piste, hein, le président avait participé il y a quelques mois à un point qui mettait, voilà, pour finalement mettre en relation les seniors et les jeunes. Voilà. C'est la colocation ou c'est un système d'hébergement solidaire avec l'association Un foyer 2 âges. Pour le jeune, c'est du temps de présence et on ne paye finalement que l'eau, l'électricité. C'est une solution logement finalement la moins chère possible ici dans le Bas-Rhin. Et puis pour le senior, c'est du temps de présence, c'est rassurant au quotidien. Et aujourd'hui, on accompagne ce dispositif. Oui, je crois que c'est très important, notamment pour les étudiants, etc., parce que c'est une question d'hébergement de solidarité aussi. C'est-à-dire que l'hébergement est gratuit, en dehors de l'eau, de l'électricité, qui est à payer au prorata, évidemment, de la chambre ou du studio occupé. Mais en même temps, ça peut rendre service à la personne âgée qui accueille ces jeunes étudiants, qui s'engagent éventuellement matin à voir si elle va bien, à lui apporter un petit croissant ou sa baguette de pain, etc. Vous voyez, des petits services au quotidien, mais qui permettent en contrepartie de bénéficier de la gratuité du logement, en tous les cas, pas de loyer. Et je crois que c'est une mesure qui, là aussi, peut accompagner toutes les autres mesures, et qui est une mesure qui est utilisée actuellement sur Strasbourg, notamment par un certain nombre d'étudiants, il faut dire pour la plupart étudiants étrangers. Alors, Sophie nous pose une question qui est apparemment étudiante aussi. Elle a 20 ans et elle demande est-ce que ses parents doivent forcément se porter caution pour elle? Alors la question est intéressante dans le sens où elle dit forcément en fait se porter garant du paiement du loyer, charges et accessoires. C'est pas une obligation d'avoir un garant. Malheureusement, la plupart des bailleurs le demandent effectivement une garantie. Alors ça peut être gênant de demander effectivement la garantie de ses parents. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre que les parents. Ce que le bailleur va apprécier, c'est la solvabilité, en fait. Ça peut être très lourd de conséquences, effectivement, pour la personne qui se porte garant. L'autre solution, peut-être la garantie des risques locatifs, donc la GRL, dont le Conseil général pourrait encore parler mieux que moi, à la limite. Donc ça peut être une alternative. Mais encore une fois, il faut que le bailleur l'accepte. Merci. Une question de Chloride, enfin, qui nous dit qu'elle a vu sur le site internet qu'il existait des dispositifs pour les jeunes mineurs qui souhaitent trouver un premier logement. Existe-t-il un dispositif similaire pour les jeunes majeurs? Alors, on avait évoqué tout à l'heure effectivement le pass accompagnement, et donc aujourd'hui c'est plusieurs centaines de jeunes qui en ont bénéficié dans le Bas-Rhin. C'est un dispositif qui continue de fonctionner, donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact à la mission locale, éventuellement auprès de nos collègues qui sont dans les unités d'action médico-sociale, les travailleurs sociaux de proximité, mais également auprès de nos collègues du Fonds de solidarité pour le logement ou même ici à la direction de l'habitat. Il y a aujourd'hui vraiment des moyens d'accompagnement et de la recherche de logement. Et peut-être dernière dimension ou dernière piste, ce sont les bureaux d'accès au logement. Il y en a ici à Schiltigheim, il y en a également à Saverne, il y en a à Sélestat, où on est là sur comment finalement rechercher un logement. Et puis on a tous sans doute expérimenté la petite annonce qui parle d'une chambre pittoresque avec vue dégagée. Il faut parfois savoir comment lire effectivement ce que ça veut dire concrètement et éviter de se faire avoir. Je parlerai éventuellement aussi parfois de certains professionnels indélicats qui vendent des listes de logements qui sont déjà loués ou qui sont moyennement intéressants. Donc ces bureaux d'accès au logement, c'est bien cette logique de savoir finalement s'armer pour être plus efficace dans la recherche de logement. Et donc majeur, oui, jeune majeur, oui, puisque notre passe accompagnement va jusqu'à 25 ans. Et il me semble que la majorité est à 18 ans. 18 ans. Donc de 18 à 25, effectivement, nous continuons d'accompagner ces personnes. Une question maintenant d'Aurélien et de Colline, mais de nombreux internautes ont également posé cette question, qui donc sont des personnes qui cherchent un logement et qui ne sont pas en CDI. Je voulais savoir si le Conseil général peut aider des personnes qui sont dans ce cas-là.
Alors, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, finalement, parmi les locataires, c'est plutôt une minorité qui sont en CDI, hein. La majorité plutôt aujourd'hui en CDD. Hein. Et pour ça, le président évoquait tout à l'heure le Fonds de solidarité pour le logement, le FSL. Hein. C'est quasiment 2000 ménages qui sont aidés chaque année pour l'accès au logement. C'est le cautionnement, c'est le dépôt de garantie qui est comme ça avancé. On est effectivement aujourd'hui sur des approches qui sont plus souples aussi de la part des propriétaires sur cette recherche de logement, même si dans l'absolu, bien évidemment, chacun recherche finalement à minorer le risque potentiel. C'est pour ça que, et Marjorie le citait tout à l'heure, il y a aussi la garantie des risques locatifs que le département a mise en place. Ça permet de garantir jusqu'à 70 000 € d'impayés et de dégradation. Souvent d'ailleurs, les propriétaires sont plutôt inquiets des dégradations que des impayés stricto sensu, parce que y a les dispositifs de solvabilisation qui existent, comme l'aide au logement. Mais les dégradations, en revanche, ça peut très vite chiffrer des montants assez importants, et là, la couverture est très forte. Et le plus du dispositif du département, c'est de payer cette cotisation au propriétaire. Donc finalement, ça ne lui coûte rien, et il a ce risque finalement totalement couvert pendant 2 voire 3 années. Et donc ça gomme finalement qu'on soit en CDD ou en CDI. Merci. Une question désormais d'Edwige qui, elle, souhaite consulter la liste des appartements vacants dans le Bas-Rhin, dans la zone de la communauté urbaine de Strasbourg. Est-ce que cette liste est consultable? Est-ce qu'elle existe? Non. Non. Alors, non. Il n'y a pas de liste, enfin pas à ma connaissance, de liste consultable de ce type-là. C'est d'ailleurs intéressant. On peut peut-être créer un site à cet effet-là, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Par contre, si elle est à la recherche d'un logement aidé, Rémi l'a évoqué tout à l'heure, au niveau des bailleurs sociaux, nous avons été le premier département, et nous le gérons actuellement, à avoir mis en place un fichier unique. C'est-à-dire qu'on disait il y a tant et tant de milliers de logements qui font défaut, qu'il faut construire absolument. Et on s'est rendu compte qu'il y avait chez les bailleurs sociaux de multiples inscriptions. On s'inscrivait aussi bien à la CIBAR qu'à Opus, qu'à CUS Habitat, etc. Et c'était la même personne qui s'inscrivait chaque fois. Donc on a fait un fichier unique sur lequel, quelle que soit la personne qui s'inscrit, la personne arrive sur ce fichier-là. Et donc chaque opérateur, chaque logeur social va sur ce fichier pour voir s'il peut apporter la meilleure réponse. En clair, si quelqu'un cherche sur Bischheim, c'est l'opérateur qui regarde, c'est Opus qui est majoritairement implanté, par exemple, sur Bischheim. Donc Opus dira, j'ai une bonne réponse pour cette personne, voilà ce qu'elle cherche, j'ai quelque chose qui correspond à sa demande, et donc Opus prend contact avec cette personne qui est inscrite sur ce fichier. Et c'est vrai pour les autres opérateurs. Donc ce qu'on peut conseiller, c'est de s'inscrire sur ce fichier de recherche de logement au niveau d'un logement aidé. Et donc, elle aura une réponse d'un des bailleurs sociaux qui lui proposera un logement adéquat à la personne quand elle dit « je réside là » ou « je travaille là, voilà les moyens que j'ai pour mettre dans mon logement », etc. Enfin bref, il y a un petit questionnaire à remplir qui fixe de façon précise la demande de la personne et qui permet d'avoir une réponse adaptée. Alors, une question qui a été également posée et qui recoupe ce que vous venez de dire, qui demande en fait comment savoir si je peux avoir accès à un logement social. Question d'un anonyme qui souhaiterait connaître les conditions d'accès aux logements sociaux. Alors c'est tout simplement lié, alors il faut savoir que globalement, je vais vous donner un chiffre, il y a 61% des ménages barinois qui peuvent prétendre à un logement aidé. 61% des ménages barinois. Donc vous voyez que c'est une proportion très importante. Alors évidemment, c'est lié à un seuil de revenus par ménage pour pouvoir y accéder. Mais vous dire que 61%, ça concerne effectivement l'essentiel des ménages qui nous écoutent et peut-être des personnes qui nous écoutent et qui nous voient ce soir. Donc on peut leur conseiller tout simplement de faire la démarche, parce que je ne vais pas vous donner l'ensemble des chiffres là maintenant, les différents seuils. Il y a des grilles en fonction de la composition de la famille, etc. etc. Donc, c'est un peu compliqué de lister le tout, mais ça aussi, c'est des références qu'on peut vous donner à nos bureaux d'accueil qui vous conseillent
Et en même temps, ça doit être, Rémi, peut-être même sur le site du Conseil général. Voilà, effectivement, vous allez être amené à présenter à la fin du mois de février un portail habitat mis en place par le Conseil général où il y aura l'ensemble de ces informations, notamment pour l'accès au parc HLM. Voilà. On pourra même, chaque internaute pourra même saisir en ligne finalement sa demande de parc HLM. Et le plus du Conseil général, c'est de savoir, mais je veux aller à Bischheim, finalement, est-ce qu'il y a du parc de logement social à Bischheim? En l'occurrence, oui. Mais est-ce qu'il y a des petits logements? Est-ce qu'il y a des grands logements? Est-ce que si je suis à Saverne, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une demande pour la ville de Saverne ou 10 km autour de Saverne? Voir est-ce qu'éventuellement il y a des logements vacants HLM à Saverne, en l'occurrence très peu. Donc voilà, des informations complémentaires, ce qui permet à l'internaute qui peut-être est muté de Montpellier à Saverne, de savoir est-ce que je peux aller dans le parc HLM et quel est le niveau de loyer, quelles sont les aides que je peux avoir pour payer le dépôt de garantie, etc. Donc c'est vraiment ramasser un seul endroit, l'ensemble des informations pratiques pour faire sa demande et faire la demande directement en ligne sur le site. Alors, oui. Pour donner un exemple en fait et pour appuyer effectivement ce que disait le président, pour une personne seule, c'est à peu près de l'ordre de 1 500 € le plafond de revenu. Donc c'est quand même un plafond, je veux dire, assez élevé. On est à 1,5 fois le SMIC. Et donc les revenus qui sont appréciés en N-2, donc 2 ans auparavant, voire l'année d'avant s'il y a une baisse des ressources. Donc il y a vraiment une étude fine qui est faite par l'organisme HLM à ce niveau-là. Donc ça, je parlais en fait des plafonds de droit commun, logement HLM. Ensuite, il y a des plafonds encore plus bas pour d'autres personnes en fait, en situation plus défavorisée, on va dire. Voilà. Moi, j'aurais juste voulu rajouter aussi une petite chose. On parle souvent de logement social, on pense tout de suite aux bailleurs sociaux, mais les logements locatifs qui sont subventionnés dans le cadre de l'ANA rentrent aussi dans ces critères-là. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, les locataires rentrent dans ces conditions de ressources, donc c'est exactement quasiment les mêmes plafonds. Et il y a beaucoup de bailleurs privés qui peuvent mettre des logements sociaux en place, et ça même en milieu rural, chose que les bailleurs ne peuvent pas faire, les bailleurs sociaux ne le font pas. Alors justement, une question de Patrick qui rejoint exactement ce que vous venez de dire, qui nous dit qu'il a un appartement vide à mettre en location et qu'on lui conseille d'y loger des personnes à bas revenus, mais comment peut-il être sûr qu'il va bien recevoir ses loyers tous les mois? Est-ce qu'il existe des garanties? Alors ce propriétaire, ce qu'il peut faire déjà, c'est conventionner son logement sans travaux. Donc ça, c'est une possibilité que l'ANA offre aussi. Donc ça lui permet effectivement de rentrer dans le cadre de logements conventionnés, donc logements aidés. Donc les locataires seront effectivement sélectionnés par lui-même sous conditions de ressources. Les locataires auront droit à l'APL. Donc ce tiers pourra être payé directement au propriétaire. Donc une partie du loyer lui sera garantie. On en revient aussi à la GRL tout à l'heure, on en a déjà parlé. Donc il peut souscrire, voilà, la garantie des risques locatifs qui peut être mis en place aussi. Et donc ça fait déjà beaucoup d'avantages. Et ce que j'aurais voulu aussi rajouter, c'est que ce propriétaire bailleur aussi, en mettant en place un conventionnement, va lui permettre d'ouvrir droit à un avantage fiscal, donc une déduction sur les revenus fonciers quand même de 60% pendant la durée de la convention. Donc non seulement il aura l'avantage d'avoir un locataire qui aura l'APL, donc effectivement la prise en charge directement par la CAF, sur ses revenus fonciers, il aura un abattement aussi, donc de 60%. Donc parfois, c'est une bonne affaire de louer à des ménages qui ont peut-être un peu moins de ressources, puisqu'au final, l'ensemble des avantages est beaucoup plus sécurisant que d'être au loyer maximum de marché, et là où on peut avoir un risque un peu plus important. Alors il existe aussi en matière privée des assurances contre les loyers impayés, donc ça c'est totalement privé, mais ça existe aussi. Je ne sais pas si l'agence à vocation sociale permet en fait ce genre de choses. Et dans le cadre de l'internaute qui a posé cette question, il peut aussi proposer à Habitat Humanisme Gestion Alsace, j'ai évité de donner le sigle, qui est HH Gestion Alsace, qui est une agence immobilière à vocation sociale, donc qui est un organisme qui a été lancé à l'initiative du président il y a quelques jours. Et qui permet effectivement de pouvoir mettre en relation ces logements finalement et des demandeurs de logement, puisque l'idée c'est bien de ne pas faire reposer toute la demande
de logement social sur le parc HLM, puisqu'il y a aujourd'hui du parc privé qui peut répondre, tout en, et c'est ça l'équilibre que recherche cette agence immobilière à vocation sociale, tout en étant sécurisant pour le propriétaire. Une bonne solution pour le locataire, mais aussi des garanties les meilleures possibles pour le propriétaire. Alors, Et cette agence, pardon de vous couper, cette agence à vocation sociale a son siège ici même à l'hôtel du département à Strasbourg. Donc, pour ceux qui seraient intéressés. Alors, concernant justement les aides aux propriétaires, il y a Bertrand est propriétaire de plusieurs appartements dont il n'a plus le temps, lui, de s'occuper. Il voudrait savoir si quelqu'un, ou en tout cas le conseil général, pourrait s'en charger à sa place. Mais écoutez, pour dérider un peu l'atmosphère, je dirais tout simplement qu'il fasse un don de ses appartements au Conseil général du Bas-Rhin et nous allons le gérer évidemment du matin au soir et de la meilleure façon. Il aura une lettre de remerciement du président, voire un petit appointement. Mais ceci est une blague, vous l'aurez bien compris. Globalement, nous ne sommes pas gestionnaires de patrimoine. De patrimoine, c'est évident, c'est pas notre vocation. Ceci étant, vous avez entendu ce soir l'ensemble des dispositifs qui lui permettraient de rentrer dans un système par conventionnement avec peut-être un bailleur social, avec Procivis, pourquoi pas, à voir avec nos différents partenaires, mais il peut effectivement prendre contact avec nos partenaires. Et il y a une opportunité, j'en suis intimement convaincu, dans ce domaine-là. Rassurez-vous, des gestionnaires, il y en aura toujours. Si vous nous faites confiance, on essaiera de l'utiliser à bon escient. Vous voyez que nous avons beaucoup de techniciens et de compétences qui sont autour de nous. Je suis intimement convaincu que ça peut se faire. Merci. Donc maintenant une question concernant l'accession à la propriété. Une question de Pascal qui, lui, voudrait savoir s'il peut bénéficier d'un prêt à taux zéro après avoir acheté une maison, sachant qu'à l'époque de l'achat, il ne pouvait pas en bénéficier. Alors malheureusement non, puisque ça se met en place au départ lorsqu'on achète ce type de financement, donc le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro maintenant de plus n'existe plus que dans le neuf, il n'existe même plus dans l'ancien. Par contre éventuellement pour les travaux, on peut à nouveau penser à l'éco-prêt à taux zéro. Alors à partir du moment où il y a un bouquet de travaux, parce que contrairement à ce qui va se passer pour les copropriétés où un seul type de travaux sera possible pour cet éco-prêt à taux zéro, en matière d'éco-prêt à taux zéro individuel, il faut vraiment qu'il y ait un bouquet de travaux. Donc en fait c'est la seule possibilité. Malheureusement le financement prêt à taux zéro ne peut plus se mettre en place pour l'accession là. Merci. Une question de Thibault qui, lui, cherche une alternative à l'accession à la propriété depuis longtemps. D'exemple, une location suivie d'une proposition d'achat. Il voudrait savoir où et comment monter un dossier de ce type. Alors ça, c'est vraiment le dispositif, à mon avis, qui reste attractif pour cette année, pour les années à venir, qui malheureusement n'a peut-être pas le succès escompté parce qu'il est plus compliqué, il faut dire les choses comme elles sont, plus compliqué pour le constructeur, plus compliqué pour le constructeur-vendeur. En fait, la location-accession est un dispositif d'accession progressive à la propriété réservé à des ménages sous plafond de ressources. Encore une fois, on est sous les plafonds de ressources, alors encore plus larges que ce qu'a indiqué avant le président Guy-Dominique Kennel. Je pense que là, on est à 70% des gens qui rentrent dans ces plafonds de ressources. Donc, pas d'inquiétude pour les plafonds de ressources. L'avantage principal, c'est d'avoir une TVA à 7%, d'avoir une exonération de taxes foncières pendant 15 ans à compter de l'achèvement du logement, d'avoir un prix qui est réglementé, donc pas de captation du profit du différentiel de TVA, donc c'est une accession progressive dans le temps, donc c'est quand même un système un tout petit peu plus compliqué, mais lorsqu'on met les chiffres mis bout à bout, on se rend compte que c'est vraiment très très intéressant pour la personne qui va souscrire ce type de contrat. Donc il est d'abord locataire accédant, il signe un contrat notarié, donc c'est pas vraiment une location à l'essai, c'est vraiment dans le but d'un achat. Et tous les ans, généralement à date anniversaire, il peut lever l'option et dire voilà, je veux acheter. Donc pendant toute la durée de son contrat, il a une part de loyer et une part acquisitive. Cette part acquisitive va compléter en fait son apport ou son absence d'apport et va s'imputer sur le prix de vente. De même que chaque année, il y a 1% du prix qui va venir en minoration. Donc en fait, par contre, le laps de temps de ces contrats est assez court. Généralement, c'est sur 4 ou 5 ans pour des questions de fiscalité.
Que puis-je rajouter encore? Il bénéficie de l'aide personnalisée au logement, donc de l'APL dont parlait Sandrine Blanc-Rue, dès le départ sur la redevance, donc c'est-à-dire sur la fraction locative et sur la fraction acquisitive. Donc dès le départ, en fait, il a une APL comme s'il accédait. Il a l'engagement d'un établissement financier qui l'accompagne dès le départ de son contrat pour dire voilà, cette personne, je le finance. À telle condition, à l'heure actuelle, elle pourrait tout à fait accéder à la propriété. Donc en fait, il y a aussi un mécanisme de sécurisation en cas d'accident de la vie pendant 15 ans. Donc accident de la vie, c'est-à-dire chômage, mobilité professionnelle, décès. Donc l'organisme vendeur rachète le logement à certaines conditions. Donc c'est généralement au prix de rachat pendant les 5 premières années. Ensuite, il y a une décote. Il y a aussi une garantie de relogement quand les personnes ont la même difficulté. Donc une fois qu'ils sont propriétaires, on ne les lâche pas complètement dans la nature. Je veux dire, il y a quand même un dispositif de sécurisation qui est là. Qui est voilà, organisé. exactement. Maintenant, au niveau de l'établissement financier qui s'engage, au départ, en fait, sur une situation donnée, lorsqu'il est locataire accédant, ensuite, lorsqu'il veut lever l'option, l'établissement financier est obligé de faire une proposition correspondant à la dernière redevance payée. Ce qui veut dire que l'établissement financier qui a dit « moi, je financerai monsieur X et monsieur Y », il ne peut pas changer d'avis 4 ans après, sauf si les conditions de la personne avaient évolué. Donc en fait, pour les gens qui ont peur par rapport à une évolution de taux, ce n'est pas que l'établissement de crédit garantirait en fait de bloquer complètement le taux, mais par contre, il s'est engagé à les financer. Donc dans ces cas-là, je veux dire, c'est vraiment un dispositif intéressant pour le locataire accédant, ça c'est clair. Je vous remercie. On va maintenant passer à un dernier thème de la soirée qui est assez important puisqu'il s'agit de l'accessibilité des logements. Et donc avec une première question d'Elisabeth qui nous dit « Je suis handicapée en fauteuil roulant et j'aimerais bénéficier d'un logement social adapté à mon handicap, mais je ne sais pas vers qui me tourner pour entamer les démarches. » Donc, eh bien, il faut qu'elle se tourne vers nous, oui. Très clairement, puisque la question du handicap, c'est une préoccupation très forte du Conseil général. Malheureusement, aujourd'hui, c'est seulement 1,8% des logements sociaux, donc des logements HLM, qui sont adaptés, adaptables ou accessibles. Donc, on a mis en place toute une politique qui vise à développer l'offre. Plus concrètement, pour répondre à la question de l'internaute, il y a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle Handilogie et qui est là pour finalement recevoir cette demande et trouver très concrètement une collègue chez nous, harcèle les bailleurs sociaux, les appels en continu sans cesse. Et aujourd'hui, on est sur des taux de relocation qui sont vraiment très rapides et on arrive à trouver dans la très grande majorité des cas des logements les plus adaptés possibles dans le parc HLM. Juste une dernière question sur l'accessibilité. Après, malheureusement, le temps défile et on devra arrêter là pour ce soir. Une dame qui, en fait, nous dit que ses enfants veulent la mettre en maison de retraite, mais qu'elle souhaiterait rester à domicile. Elle a 72 ans et elle voudrait connaître, en fait, les aides à domicile qui sont éventuellement possible de mettre en place pour l'aider au jour le jour dans sa vie quotidienne. Quel type d'aide existe? Oui, très rapidement, la réponse là-dessus, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui permet, selon le niveau de dépendance de la personne, parce que bon, si elle est légèrement dépendante ou fortement dépendante, il y a une grille sur 6 niveaux, GIR 1 à GIR 6. GIR 6 est le niveau le moins dépendant, GIR 1 le niveau le plus dépendant. Et selon ce niveau-là, il y a une allocation personnalisée d'autonomie qui est mise en place, qui lui est affectée et qui est transformée en service à la personne. C'est-à-dire que ça peut être des heures de ménage, des heures d'infirmière, d'assistante, enfin peu importe. C'est le médecin qui détermine, et pas le médecin de famille, mais un médecin tout à fait indépendant, qui détermine quel est le niveau de classement. Et ensuite, après, il y a une assistante sociale qui passe chez la personne pour voir la mise en place de cette aide-là. Donc effectivement, des aides existent, me permet au demeurant de rajouter que le Conseil général du Bas-Rhin est en train de faire une opération qui s'appelle Innovation pour l'autonomie, pour permettre aux personnes de rester le plus longtemps à domicile, en les aidant d'abord sur des produits de sécurisation, mais en les aidant aussi sur les personnes qui viennent à leur domicile. Donc c'est les 2 points que nous allons développer encore davantage. Nous sommes le seul département en France à faire l'ensemble de ce système-là.
Il faut savoir que, et peut-être pour rassurer la dame, que l'âge moyen d'entrée dans les maisons de retraite, si elle ne veut pas y aller, l'âge moyen, c'est 84 ans dans le département du Bas-Rhin. Elle en a 72, donc elle a encore toute une perspective. Encore 12 belles années Voilà. chez elle. Je Très voudrais bien. juste rajouter aussi, si des fois elle avait besoin de faire des travaux d'accessibilité, par exemple si elle ne peut plus prendre sa douche, prendre un bain toute seule, elle peut réaliser des travaux subventionnés aussi dans le cadre des subventions de l'ANA et du Conseil général pour adapter sa salle de bain à ses problèmes de perte d'autonomie. Et c'était le cas en 2011 pour 1053 seniors qui ont profité effectivement ou qui ont bénéficié de cette aide. Donc là, il faut se rapprocher auprès de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Voilà, je vous remercie, Monsieur Quesnel. Un dernier mot pour conclure Mais écoutez, cette émission. très rapidement, d'abord je voudrais remercier, vous aurez remarqué qu'il y a des techniciens de très haute compétence au sein du Conseil général et de l'ensemble de nos partenaires du Conseil général, Marjorie au niveau de Procivis, et puis nous avons également Urbam Conseil qui est à nos côtés, et je voudrais les en remercier, évidemment notre directeur de l'habitat, Rémi Trocmé, et l'ensemble des services qui sont sous ses ordres. Je voudrais vous dire simplement que le Conseil général du Bas-Rhin consacre 29 millions d'euros par an à ces projets et à ces programmes d'habitat. Donc c'est très important. Très prochainement, Rémi vous l'a dit, vous aurez un site qui sera accessible pour l'ensemble des personnes qui ont des interrogations liées au logement ou à l'habitat. Nous avons, encore une fois, développé des partenariats très larges. Nous avons une gamme complète de réponses. Des fois, c'est très technique, vous l'aurez remarqué ce soir. C'est compliqué. Il faut absolument solliciter l'accueil, l'accompagnement, un accompagnement de conseil et sur les techniques à mettre en œuvre et sur le financement à mettre en œuvre avant de vous lancer dans une opération. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Et sinon, si vous n'arrivez pas à accéder à quoi que ce soit, il y a toujours le site internet du Conseil général du Bas-Rhin, très simple, sur lequel vous pouvez accéder, laissez votre question et vous obtiendrez les réponses qu'il faut. Voilà, écoutez, je vous remercie. Nous vous remercions de nous avoir suivis ce soir pour ce premier chat vidéo. Vous pouvez trouver tous les compléments d'information nécessaires sur le site internet du Conseil général du Bas-Rhin. Et vous pourrez revoir ce chat en ligne sur le site internet également du Conseil général. Nous vous remercions. Maintenant, vous avez rendez-vous pour le prochain chat le 8 mars qui aura lieu à 19 h et sur le thème de la violence faite aux femmes. Voilà, bonne soirée à tous.